Noël approche et vous vous préparez à passer les fêtes en famille autour de ce joyeux ou désastreux repas de Noël. Et vous allez avoir envie de parler d'écologie. Pour l'occasion, je vous fais un petit guide pour vous expliquer comment convaincre et faire passer de l'inaction à l'action toute la famille. En bref, parler d'écologie sans se foutre sur la gueule. Le repas de Noël est une expérience que je qualifierais de triplement intime. L'expérience de manger, tant dans la manière que dans le contenu de l'assiette, revêt quelque chose de personnel. Ensuite, il y a le cadre familial, qui est au maximum de son intimité à Noël. Soit la famille est complètement réunie, soit il y a des absents. Et leur absence dit quelque chose d'intime ce soir-là, ce qui n'est pas forcément le cas à d'autres occasions. Enfin, c'est une fête religieuse, spirituelle, ou tout simplement commerciale. Ces significations touchent à l'intimité. C'est une opportunité formidable pour accéder à ce qu'il y a de plus profond, ou pour sacrément foutre la merde. Le repas de Noël, c'est le meilleur moment pour parler d'écologie. Et ça tombe bien, c'est aussi le pire moment pour parler d'écologie. Car le sujet de l'écologie peut aussi être source d'une scission profonde dans votre famille. Et attention, il peut y avoir beaucoup de sous-textes personnels dans tout ça. Ayez conscience de ça. Et ne confondez pas lors de ce repas sacré texte et sous-texte. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec votre semi, demi, quadrisseur, et ce que vous croyez être un désaccord concernant le bilan carbone de Taylor Swift est peut-être mal interprété de votre part. Si elle s'énerve, ce n'est sans doute pas pour défendre le bilan carbone de Taylor Swift, mais peut-être que ça fait des années qu'elle attend que vous vous intéressiez à sa passion. Et vous venez lui parler d'écologie. Fun fact, les gens ont en parallèle de votre vie, leur propre vie, avec leurs propres a priori, avec leurs propres sources en ce qui concerne le climat, et donc des avis avec lesquels il va falloir composer. Donc, regardons les différents types de personas auxquels vous allez avoir à faire face. Je vais vous les présenter, de la personne qui pense que le problème climatique c'est pas si grave, jusqu'à la personne qui pense qu'il va mourir dans 3 ans. Le climato-sceptique. Mais non, mais pas du tout, c'est le soleil. Mais non, mais c'est les volcans. Mais non, mais c'est les pangolins. Mais c'est froid. La politique. Et de toute façon, moi, dans l'histoire de l'univers, j'ai aucun impact. Le pipi-douche. Alors, je fais pipi sous la douche tous les matins. En 16 heures de vol, je n'ai pas vu une seule petite cuillère en plastique. Ils font des efforts. Ton allié qui a fait ses devoirs. Avais-je déjà fait mention que je suis autonome en électricité, en eau et en nourriture depuis au moins 10 ans, oui. Oui, dans 15 mètres carrés à Paris. Le techno-solutionniste. De toute façon, dans 10 ans, avec l'IA, notre peau, elle fait de la photosynthèse. Et le défaitiste. On va tous crever sur cette planète austère qui vogue dans un néant froid et indifférent. Je reprendrai bien de la pompe aux pommes. Pour aborder avec eux la question d'écologie finement, il va falloir aller vers quelque chose de positif et ou personnel. Positif en parlant des sujets qui te passionnent dans l'écologie et des choix que tu arrives à faire dans ton quotidien par exemple. Mais vous pouvez aussi être personnel en parlant de vos propres inquiétudes ou en discutant de comment on va vivre dans quelques dizaines d'années, comment le monde aura changé d'ici là. Une autre façon d'apporter l'écologie dans l'intime, ça peut être par les cadeaux. Le cadeau peut être éco-conçu, ce que vous pouvez mettre en avant comme quelque chose de positif que vous avez cherché à respecter. L'important dans un cadeau, c'est l'intention. Et un cadeau éco-conçu, ça peut être une galère à trouver. Vous pouvez offrir une BD de Jean Covici ou Tout comprendre sur le climat, écrit par mon pote. Bon, là-dessus, évidemment, essayez d'estimer si jamais ce sera reçu comme une provocation ou comme une véritable invitation à comprendre. En tout cas, il me semble important de souligner qu'il ne faut pas amener le sujet de l'écologie en allant attaquer les autres convives. Par exemple, en critiquant la présence de bœuf à table, ou que votre oncle est venu de Thaïlande pour fêter Noël. Maintenant qu'on a le contexte, comment convaincre efficacement ? Eh bien, si vous cherchez à faire un vrai débat, ne cherchez pas à convaincre. Votre mission
en tant que convaincu. Ce n'est pas de gagner un concours d'arguments et d'invectives, c'est de transmettre un message de courage. Le courage de regarder la réalité et les chiffres en face. La bravoure d'agir. La force de caractère de ne pas aller à Bali prendre cette photo sur la plage en décembre. Et pourtant, Dieu sait qu'elle aurait eu beaucoup de likes. Il faut être honnête, l'écologie est un sujet mortifère. On parle souvent d'extinction des espèces, d'extinction de masse, d'extinction de l'humanité. Extinction de foi. Et au niveau personnel, on parle de restriction, d'austérité, de renoncement. Pas tellement le genre de discussion qu'on a envie d'avoir en période des fêtes. Alors, pour embarquer, pour fédérer, il faut aussi parler d'ambition, de choses excitantes qui donnent envie d'aller vers l'avenir. Mais il faut admettre que cette transition demande du courage. Comme le dit en substance Cornel West, il faut apprendre à mourir pour exister joyeusement. Reprenons nos archétypes. Imaginons, on essaye de convaincre un climato-sceptique. Concentrez-vous sur les sources. A-t-il bien conscience des notions d'échelle pour convaincre un apolitique? S'il ne se sent pas concerné, dans ce cas-là, parlez des impacts qui vont le toucher. S'il estime qu'il ne peut pas faire de différence, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus subtil. Vous risquez de parler de responsabilité morale, et c'est une fausse bonne idée. Parlez d'initiatives lancées à petite échelle qui ont permis des avancées très concrètes. Pour convaincre le pipi douche. Là aussi, parlez simplement des notions d'échelle. Le pipi sous la douche, c'est bien, c'est pas suffisant. Pour convaincre ton allié qui a fait ses devoirs, a priori, vous n'avez rien à faire, mais relayez-vous. Pour convaincre un technosolutionniste, vous pouvez parler de l'effet rebond, qui stipule que quand il y a une nouvelle technologie qui consomme moins d'énergie, on va avoir tendance à l'utiliser tellement plus qu'in fine on consomme plus d'énergie. Soulignez bien qu'il y a effectivement besoin de technologie. Mais il y a besoin des bonnes technologies, au bon endroit, en bonne quantité. Pour convaincre un défaitiste, dites-lui qu'on peut s'en sortir. Il n'y a aucune étude qui dit qu'on va tous mourir de manière certaine. Le pire n'est jamais certain. Et l'optimisme responsable est d'ailleurs la seule stratégie viable. Si vous voulez une liste relativement exhaustive des objections que vous allez recevoir lors de ce repas et savoir comment précisément y répondre, je vous invite à aller sur un site que je trouve très bien fait qui s'appelle le Dîner du siècle, qui est fait par Bon Pote. Sur le site, vous pouvez cliquer sur l'un des différents archétypes qui ressemblent grosso modo à ceux que je vous ai présentés. Vous allez avoir une liste des objections habituelles de ces archétypes et la bonne manière d'y répondre. Alors, c'est bien beau de ma part de vous dire faites ci, dites ça, etc. Mais toujours est-il qu'il faut avoir la bonne attitude. Et pour moi, cette bonne attitude, elle peut se résumer en 4 étapes. Premièrement, avant de parler, commencez par écouter. Deuxièmement, ensuite, questionnez. Soyez curieux et permettez à votre interlocuteur de faire appel à sa propre logique. Essayez de comprendre les rouages de son raisonnement. Troisièmement, osez avancer un argument. Argument qu'on va probablement contrer. Quatrièmement, donnez raison. Et ensuite, nuancez. Évitez à tout prix d'être dans la contradiction directe et essayez d'être dans un accompagnement intellectuel. Cinquième étape. Vous suivez? Vous avez suivi? Vous avez compris qu'il y en avait 4 et que maintenant je suis à la 5e? Et pour moi, cette bonne attitude, elle peut se résumer en 4 étapes. Et oui, mais parce que je vous teste. Vous aviez remarqué que j'avais pris ma veste? Et voilà, un autre test pour tester votre attention. Non, ça n'est pas un oubli de ma part. Non, ça n'est pas une grossière erreur. C'est un test. C'est ça l'accompagnement intellectuel. Vous comprenez? 5e étape. Je pense que c'est important d'encourager les efforts. Même les plus minimes, c'est important, parce que personne n'aime être critiqué sur les efforts qu'il produit. Car faire pipi sous la douche, c'est peut-être déjà un gros effort, à son échelle. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer, le plus compliqué dans ce genre de débat n'est pas forcément les gens devant vous, mais vous-même. Faites donc attention aux biais qui peuvent vous faire trébucher dans de la rhétorique inappropriée. En premier lieu, les attaques ad personam, c'est-à-dire vous attaquez plutôt à la personne qu'à ses arguments. Ah oui,
Eh ben moi au moins, je ne suis pas chômeur. Wow, ok, je demandais juste du pain. L'homme de paille. N'essayez pas de réduire les arguments des autres à une caricature facile à démonter. L'appel à l'ignorance. Ce sophisme, vous avez plus de chances de le rencontrer que de l'utiliser. Il consiste à dire « on ne sait pas, donc dans le doute, j'ai raison ». Le faux dilemme. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a que deux alternatives possibles à une situation, alors que peut-être il y en a d'autres. Vous pouvez aussi manquer d'informations ou avoir un biais qui vous empêche de voir ces alternatives. L'appel à l'autorité. Tout comme l'appel à la popularité ou au fameux bon sens, un expert ne peut pas être à lui seul une bonne source d'information. Un expert peut donner un avis qui peut être de qualité, mais il est important de croiser les informations et les sources, car même de bonne foi, on peut tous se tromper. Je vais vous mettre en description des articles et des sources qui vont vous permettre de vous renseigner un peu plus sur les biais rhétoriques et sur les sophismes. En tout état de cause, il est toujours important de comprendre le niveau de preuve. Il faut réussir à distinguer ce qui est de l'ordre de la preuve et ce qui est de l'ordre de l'avis personnel. Un témoignage, une anecdote ou l'avis populaire ne sont pas des bonnes preuves. À nouveau, des ressources en dessous, si vous voulez vous renseigner sur les niveaux de preuve. Maintenant que vous avez les armes, j'aimerais insister sur un point. Il faut faire très attention à faire plus de bien que de mal. Sur ce sujet et dans ce genre de débat, il peut être facile de s'énerver, d'écraser les autres avec des arguments et des chiffres, ou encore de paraître assez prétentieux et enragé contre le monde pour une cause qui est finalement pas si importante pour les autres. Il est donc primordial de suivre cette fameuse bonne attitude en 5 étapes. Vous ne changerez pas le monde ce soir et ce ne sera pas la dernière discussion que vous aurez avec vos proches. Créer du lien reste diamétralement plus important que parler de vos convictions ce soir. Ces mêmes convictions peuvent alimenter le lien, mais aussi le détruire. Et donc, comme le dit le proverbe, attends d'avoir traversé la rivière avant de dire au crocodile qu'il a une sale gueule. Joyeux Noël et vive la France. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez quelques clés pour aborder sereinement ce repas de Noël. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager aux personnes qui en ont besoin. Et sur ce, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Ah ouais? Parce qu'avec l'invasion de Poutine et des Chinois là, on risque pas d'en passer longtemps des bonnes fêtes, hein? Et ouais, parce que Poutine, les Russes, ils ont la technologie, ils savent faire avec leurs bombes thermobariques quantiques là, hein? Comment ils ont construit pour vous les pyramides? C'est avec ça, c'est avec leur lévitation quantique, hein? Parce que ça fait depuis longtemps qu'ils savent. Les Mayas, ils nous l'avaient prédit tout ça. Ils savaient exactement quand est-ce que ça allait arriver tout ça. Mais nous, on a oublié, on sait plus faire ça. On a vendu toute notre technologie et ça, c'est un coup du grand remplacement, ça. Parce qu'en fait, on veut plus exister, nous. Il y a une haine de notre pays, moi je vous le dis, hein. Parce que ça, ils veulent pas vous le dire de toute façon. Moi, je vous l'exprime en fait. Moi, je dis ce que les gens, ils veulent pas dire. Parce qu'on se regarde là, on se parle, mais personne dit la vérité.